C'est vrai que le scénario noir de la Banque de France, c'est une récession. Gas climbs over $5 a gallon. Dow down 17%. Projections about a recession. A recession is inevitable at some point. It's almost unavoidable. Tough period here. There's going to be a recession. Fini les vacances. T'as pas pu passer à côté, on entre en récession. Mais qu'est-ce que ça implique pour les startups? Y Combinator, l'accélérateur le plus célèbre du monde, a publié en mai une note ouvertement négative. Est-ce que tout est fini? L'innovation a-t-elle plus sa place dans ce monde? La tech est-elle vouée à tomber à zéro? Les cryptos n'étaient-elles qu'un Ponzi? Est-il temps de retrouver un vrai travail? Que des questions légitimes, mais pas de panique. Je ne crois pas un seul instant au discours enflé de pessimisme qu'on voit sur Twitter ou dans les médias. En revanche, il est clair que les temps ont changé par rapport à 2021 où des first-time founders arrivaient à lever des seeds de 5 millions sur la base de slides. On observe quantitativement un ralentissement brutal des investissements, notamment en late stage, post-série A. La meilleure chose que tu puisses faire pour ta boîte si t'en as une, ou pour en lancer une dans les meilleures conditions si tu t'apprêtes à le faire, c'est de comprendre l'environnement macroéconomique dans lequel on se situe pour adapter tes ambitions et tes actions aux événements pour toujours tirer ton épingle du jeu. C'est exactement ce à quoi je vais t'aider dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Sans toi comme à la maison, on a besoin de toi. Les abonnés à cette chaîne sont des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont un impact positif at scale sur le monde. Si tu te reconnais et que ça t'intéresse, tu sais ce qu'il reste à faire. Bon. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Un tout petit peu de remise en contexte est nécessaire pour comprendre comment se préparer aux années à venir. Tout a commencé en 2020. Avec les confinements, on a assisté au début d'une crise économique toute particulière. Une crise de l'offre et de la demande en même temps. Bah oui, les gens ne pouvaient ni consommer ni produire. Et ça allait mener à une chute historique des marchés financiers. Ce qui aurait eu des conséquences très violentes sur l'équilibre fragile de ce monde. Alors qu'un crash d'une brutalité sans précédent était en train de se produire, et que l'avenir sombre de la finance semblait se dessiner sous nos yeux, l'impensable est arrivé. Les banques centrales ont mis en place un mécanisme inédit pour sauver l'économie mondiale. L'action fut double. D'abord, faire fonctionner la planche à billets à plein gaz pour acheter des bons, des obligations, etc. pour stimuler une pression acheteuse sur les marchés financiers. Deuxièmement, baisser les taux d'intérêt à des niveaux historiques, parfois même négatifs, pour stimuler les investissements, car il était gratuit d'emprunter. La conséquence, c'est qu'il y a eu une profusion de liquidités, donc un marché haussier, dans tous les secteurs de l'économie. Mais évidemment, tout cela n'était ni durable, ni gratuit, car deux effets pervers allaient naturellement finir par se produire. D'abord, une inflation conséquente. 80% des dollars en fabrication ont été imprimés entre début 2020 et fin 2021. Forcément, la conséquence, c'est que l'argent a moins de valeur. C'est ce qu'on est en train d'observer au moment où j'enregistre cette vidéo et qui affole le monde entier. Et deux, une augmentation artificielle des valorisations, notamment des sociétés technologiques. En effet, avec les confinements et la distanciation sociale, ce fut l'occasion rêvée pour les boîtes de la tech de briller et de montrer toute leur valeur. On a pris l'habitude de faire nos réunions sur Zoom. Netflix a pris toute la part de marché qui revenait au cinéma. L'e-commerce a explosé faute d'alternatives. Et Shopify avec. Ce sont les valorisations de ces boîtes-ci qui ont le plus augmenté. Car leurs revenus ont explosé et qu'elles ont démontré leur indispensabilité durant cette période. Et parce que ce bull market a gonflé les poches de gens très riches, par effet domino, c'est le capital risque qui en a bénéficié également. Les investissements dans les startups se sont envolés en 2021. Et après une période de frénésie, on est simplement en train d'assister à l'explosion de cette bulle. Parce que les rapports d'inflation ne sont pas, mais alors, pas bons du tout. Entre la perte de valeur du dollar et la crise de l'offre due aux disruptions des chaînes logistiques causées par le Covid, on vient de rentrer dans une zone très rouge d'inflation de 8,6% au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce n'était pas arrivé depuis 40 ans, depuis la crise du pétrole en fait. Quand l'inflation monte, la valeur de l'argent s'érode et les banques centrales montent les taux d'intérêt pour tenter de contrer cet effet. La réaction systématique sur les marchés, c'est que la valorisation des sociétés, c'est-à-dire le prix auquel leurs actions se vendent, devient beaucoup plus rationnelle. Elle n'est plus basée sur la hype et sur l'impression que tout va monter, mais sur un multiple des cash flows futurs anticipés. Or, une caractéristique des boîtes tech, c'est que presque aucune d'entre elles n'est rentable. Elles sont toutes en growth mode, à réinvestir leurs revenus et à lever des capitaux externes pour développer leurs produits et atteindre le scale. Donc en vérité, pour beaucoup d'entre elles, leur pricing en bourse dépend énormément de la hype et des revenus futurs spéculés. Ce sont donc très naturellement ces boîtes-là qui ont le plus morflé avec la FUD qui s'est installée. Bon, c'est la merde, hein. Relativisons. Récession, au sens où on l'emploie, ça ne désigne qu'un ralentissement de la croissance économique. Même pas une décroissance, hein. Simplement un ralentissement de la vitesse à laquelle l'activité économique s'étend. Ce qu'on observe, c'est que les valorisations spéculées se font corriger. Sévèrement, certes. Et même des boîtes extrêmement solides, comme Hermès ou Coinbase par exemple, eh bien elles n'ont plus d'upside potentiel sur le court terme tant que la situation macroéconomique ne change pas. Or, les plans de recrutement, d'investissement interne, de R&D, etc. reposent sur l'hypothèse et la perspective du growth. C'est pour ça que ces boîtes licencient ou rompent des contrats d'embauche, alors même que leurs revenus sont très solides. Et pour autant, on est très loin de la bulle des années 2000. La tech, ce qui a le plus crash à ce stade, le Nasdaq à lui seul a baissé de plus de 30% par rapport à son all-time high de fin 2021, a un volume d'activité et une place dans nos sociétés beaucoup plus importante qu'au début des années 2000. Pour la plupart d'entre elles, elles font des milliards de revenus et ont des centaines de millions d'utilisateurs actifs. Même si les valorisations récentes étaient surcotées, elles n'étaient pas pour autant basées à 100% sur de la hype, contrairement à la fin des années 90. À titre d'exemple, en 1999, MP3.com, un service de streaming de musique en ligne, était entré en bourse à une valorisation de 4 milliards de dollars, alors
alors qu'elle ne faisait que quelques millions de revenus et n'avait qu'1 million d'utilisateurs actifs. C'était tellement à 100% de la hype que la boîte a même été rachetée 4 ans plus tard à seulement 5% de son prix d'IPO. Elle a d'ailleurs été fermée juste après, c'est pour ça que tu n'en as jamais entendu parler. Par comparaison, Spotify, qui sera un peu l'équivalent successful de MP3.com aujourd'hui, s'échange sur les marchés à une valorisation de 20 milliards, alors que Spotify compte 420 millions d'utilisateurs actifs et fait plus de 10 milliards de dollars de revenus annuels. La boîte est 1000 fois meilleure que MP3.com et ne se trade pourtant qu'à 5 fois sa valorisation. Les fondamentaux sont donc beaucoup plus rationnels aujourd'hui. Même au pic de la hype en fin d'année dernière, Spotify ne tradait qu'à 7 fois son revenu annuel. Ok, à ce stade, on comprend mieux pourquoi les marchés ont tanké. Mais comment ça se fait que ça se répercute aussi directement sur le capital risque? Ces marchés sont pas censés être décorrélés? Pourquoi la valorisation des startups est-elle autant impactée par les réévaluations actuelles? En fait, il y a deux effets cumulés qui expliquent cela. D'abord, avec les marchés publics qui souffrent, les perspectives d'IPO pour les startups late stage deviennent beaucoup moins excitantes. Elles ont donc beaucoup de mal, là tout de suite, à trouver des financements qui matchent avec leur valorisation précédente. Du coup, il y a presque plus d'investissements post-série B, donc beaucoup moins en série B, donc des séries A plus timides, etc. T'as compris le principe. Le plus early stage la startup, le moins cet effet se fait ressentir. Mais également, avec la baisse des marchés publics, les limited partners se retrouvent dans une situation où leur balance d'investissement entre le public et le privé est insatisfaisante. Et ils ralentissent donc les investissements dans les startups. Les limited partners, qu'on appelle LP, ce sont les financiers de tes financiers. Les VC, quand ils déploient du capital dans des startups, il faut bien qu'ils aillent le chercher quelque part. En général, c'est auprès de wealthy individuals ou d'institutions, qu'on appelle limited partners. Les LP n'investissent pas tout leur argent dans le capital risque. En général, ils ont un management de leur portfolio par balance, par exemple 90% sur les marchés publics et 10% en capital risque. Et avec les marchés publics qui ont beaucoup baissé, la balance se retrouve complètement déséquilibrée. Par exemple, certains peuvent se retrouver avec 30% de la valeur de leur portefeuille dans le capital risque et seulement 70% sur les marchés publics, ce qui peut ne pas leur convenir. Pour cette raison, les fonds vont avoir certainement plus de mal à lever dans les prochains mois, ce qui implique moins de capital disponible pour les startups. Voilà comment le capital risque pâtit de la performance des marchés publics quand ceux-ci plongent. Mais c'était les mêmes mécanismes qui étaient à l'œuvre quand les marchés publics étaient en train d'exploser. Bon, est-ce que c'est un vrai problème tout ça ? Je l'ai dit, plus l'état d'avancement de la startup est grand, plus les effets se ressentent. Malgré tout, j'ai aussi dit plus haut que la tech est une narrative rationnelle aujourd'hui. Elle a une vraie place dans la société, et les boîtes qui font du chiffre se font à minima valoriser un multiple de leurs revenus. Une boîte qui a atteint le product market fit, qui a une croissance saine et des clients qui raffolent de son produit, n'a pas vraiment de soucis à se faire dans cette situation. Alors ok, l'argent ne coule plus à flot, donc plus de jet privé pour le CEO, plus de team building à l'autre bout du monde sur le dos des investisseurs, mais est-ce que c'est réellement très grave? Le marché n'est pas un animal complètement irrationnel qui récompense parfois et punit à d'autres moments. Le marché n'est jamais qu'un reflet de la productivité des sociétés, amplifié positivement ou négativement par le sentiment des gens. Mais les boîtes rentables et celles qui résolvent un vrai problème n'ont jamais de réels soucis à se faire. Comme toujours, la situation est terrible pour les touristes, pour les opportunistes, pour ceux qui essaient d'optimiser par rapport au système, plutôt que de réussir indépendamment de lui. Tu sais, c'est comme YouTube et son algorithme. Certaines personnes essayent de savoir absolument ce qu'il y a dans cette boîte noire. Il y a toujours une nouvelle rumeur sur qu'est-ce qu'il faut faire pour lui plaire. Alors parfois ce sont les shorts, ou les lives, ou demander un maximum de commentaires en dessous de la vidéo pour se faire bien référencer. Mais au final, ceux qui réussissent fort sur le long terme, ce sont ceux qui s'écartent du bruit et qui se concentrent sur les fondamentaux. Faire des bonnes vidéos qu'une audience qualifiée prend plaisir à regarder. Think about it. Like, what do you think YouTube wants? Like, to me, I think YouTube just wants people to click on a video and watch it. As simplistic as that is, that's like what YouTube wants, and I think that's how you just, be successful. Dans le cas des startups, ceux qui souffrent le plus de cette situation sont ceux qui ont tenté de plaire au marché et qui ont levé des montants ridicules en pré-product market fit ou des late stage qui n'ont aucune perspective de rentabilité. Y Combinator, que je mentionne au début de la vidéo et qui a publié cette note pessimiste, a d'ailleurs largement contribué à inciter les founders à lever à des valorisations délirantes en seed, contribuant à leur impasse dans la situation actuelle. Pour les autres startups, la barre s'est rehaussée, mais on est simplement revenu à des niveaux pré-pandémie. Pour prouver mon point, je vais mettre ma peau dans le jeu et lever une seed série A pour ma startup Chipiron à partir de mi-septembre. Je vais documenter tout le process et te faire une méga vidéo une fois que j'aurai réussi. Ça va être énorme et pour ne rien rater de tout ça, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ce que je fais systématiquement quand je suis face à des situations de grande magnitude et inédites, c'est de zoom out, repartir des premiers principes. Est-ce que la technologie aura une place moins importante dans 10 ans ? Je crois pas. Est-ce que les gens auront moins besoin d'être soignés dans le futur? Est-ce que l'air aura moins besoin d'être purifié? Les océans et les sols moins nettoyés? Est-ce que le carbone aura moins besoin d'être capturé? Je ne crois pas. Partant de ce principe, il fait toujours énormément de sens de se lancer et de prospérer dans l'entrepreneuriat impact. On assiste juste à une crise passagère de la confiance en les valorisations qui ont été stratosphérées par l'injection de liquidités sur les marchés par les banques centrales. Et encore une fois, ce que je crois vraiment, c'est que la meilleure chose que tu as à faire, c'est de te concentrer sur les fondamentaux. Avoir une super association, car l'équipe fondatrice, c'est un élément clé dans la réussite et dans l'échec des startups. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, si ça t'intéresse,
Résoudre un vrai problème dur et créer un produit qui te rapportera de vraies marges et qui te permettra aussi rapidement possible d'autofinancer ta croissance. Enfin, si tu te demandes quelles sont les spécificités de l'entrepreneuriat à impact par rapport à l'entrepreneuriat plus classique, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'ai mis tout mon cœur et qui, je le crois, répondront à toutes tes questions. Bye.